60 minutes pour convaincre sur le plateau des B1. Les candidats à la présidentielle seront face aux Congolais pour présenter leur programme. Pour chacun d'entre eux, Ce sera l'heure du choix. de projets, Des visions pour la RDC, de programmes télévisés sur l'instant campagne et parole aux candidats. tous les détails de la campagne électorale. La rédaction des B1 se mobilise pour vous faire vivre les moments forts de ce processus électoral. C'est le destin de la RDC qui se joue. B1 met un dispositif exceptionnel en plateau et partout sur le territoire, B1, sur le pas des les élections. élections. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Ce soir, nous recevons un jeune. Oui, il est jeune. Il est d'ailleurs peut-être le plus jeune de tous les candidats à la présidentielle. Il a été le premier à déposer son dossier de candidature à la CENI. Il est entrepreneur. Il est revenu au Congo pour briguer la magistrature suprême. J'espère que vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit des 7 Kikuni que nous invitons sur ce plateau sous vos applaudissements. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Face à vous, vous avez Julie Sefou. Bonsoir Julie. Bonsoir Guilain. Vous avez Feza Mika. Bonsoir Feza. Bonsoir Guilain. Alors je le disais à l'entame que vous êtes jeune et vous tentez briguer, vous briguez à la magistrature suprême. Êtes-vous le prochain maréchal Mobutu qui est venu à la tête du pays à 35 ans ou le prochain Joseph Kabila venu au pays à 29 ans? Merci. J'aimerais d'abord corriger quelque chose. Je ne suis pas revenu au pays. Je vis ici. Je suis rentré il y a 5 Vous avez ans. longtemps évolué à l'extérieur. Oui, enfin, j'ai étudié à l'extérieur. J'ai fait ma licence, ma maîtrise et une partie de mon doctorat à l'extérieur. Mais je suis rentré il y a quelques années. Et vous avez parlé du maréchal Mobutu, de Joseph Kabila. Oui, peut-être pour... Qui sont arrivés à la tête du pays trop jeunes. Oui, voilà, très jeune. Oui, dans ce sens-là, je suis fier de dire que voilà, je suis le prochain maréchal. Mais je n'aimerais pas rester au pouvoir comme eux parce que ils ont trop d'iro au pouvoir. C'est ce que nous ne voulons pas dans notre pays. C'est peut-être le fait d'être jeune. Mais dites-moi, est-ce que le fait d'être jeune est un atout pour un candidat président de la République? Oui, surtout pour ces élections, c'est un En quoi atout. faisons? D'abord, la jeunesse est mon identité. Je suis très fier de cette identité. C'est une identité objective. Et c'est un moment pour moi. Je ne resterai pas jeune pour toute ma vie, mais j'ai eu la chance de postuler pendant ma jeunesse. J'ai pu réunir le moyen qui me permette de postuler en ce moment, donc je suis fier de l'être. Je suis fier de représenter la plus grande tranche de la population, parce que notre pays, non seulement il est constitué de plus de 65% de jeunes, mais aussi l'électorat, les 40 millions des électeurs qui iront aux urnes le 23 décembre, sont entre 15 en majorité jeunes. Voilà. Donc, alors, nous allons prendre c'est un avantage et un atout dans ce sens-là. Nous allons prendre le premier sujet de cette émission, c'est la politique, l'état des droits et la démocratie. C'est le premier thème que nous allons exploiter et j'accorde la parole à Julie Sefou. Merci Guilain. Rebonsoir, monsieur le candidat président. Vous aviez demandé le report des élections. Visiblement, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Vous revoilà dans la course. Qu'est-ce qui vous motive en fin de compte? Je n'ai pas demandé le report des élections. J'ai demandé le report de l'opération de vote. Parce que quand on dit élection, on parle de tout un processus qui commence à l'enrôlement et puis qui finit à la proclamation des résultats, en passant par le dépouillement. Ce que moi j'ai demandé à la CENI de faire, c'est changer la date du 23 décembre. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, mais cela n'annule pas le fait qu'il y a plusieurs irrégularités dans la période pré-opération de vote. C'est ce que nous avons voulu dénoncer, c'est ce que nous avons voulu démontrer à la face de la population. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que si nous allons à ces élections dans les conditions actuelles, nous allons tout simplement faire le lit de Shadari. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de la continuité, nous voulons du changement. Et pour que le changement arrive, il faut que toutes les conditions
soient réunis. Il y a le problème de la machine qui persiste encore, il y a le problème du fichier qui est encore là, il y a le problème de la sécurité, vous m'avez vu venir sans sécurité, nous ne sommes pas encore protégés, il y a plusieurs problèmes qui nous empêchent de battre correctement campagne. C'est pour ça que vous aviez prié par un silence absolu, vous qui avez été le premier d'ailleurs à déposer la candidature, on ne vous a pas encore vu battre campagne, mais vous êtes là en fin de compte. Mais alors, puisque tout ce décor est tel qu'il est, pourquoi il faut continuer avec ce processus? Quelle est l'obligation? D'abord, le silence est stratégique. Je me suis engagé pour le changement. Il y a, du côté de l'opposition, 2 candidats qui battent campagne. Il y a le candidat de la Mouka, mais dites-moi pourquoi il bat campagne. L'objectif est clair, c'est nous emmener vers un report, mais à travers un soulèvement. C'est ce que moi, je ne veux pas. C'est ce que j'ai essayé de signifier dans ma lettre. On n'a pas besoin d'un chaos. On n'a pas besoin d'un affrontement où les jeunes mourront. Nous pouvons trouver un consensus et nous entendre sur la meilleure façon d'organiser l'opération de vote. C'est ce que j'ai essayé de demander. Il y a le candidat du cash qui aussi bat campagne, mais il essaie tout simplement de coincer le pouvoir. Ils ne sont pas convaincus que le pouvoir pourra organiser les élections le 23 décembre. Voilà la démarche. Pour moi, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Pendant que nous pouvons nous réunir, trouver un consensus et nous débarrasser de la machine à voter et du fichier s'il le faut. Exactement, qu'est-ce que vous demandez à la CENI? C'est d'organiser une sorte de dialogue ou c'est les concertations que la CENI a toujours organisées avec le candidat président de la République? Concertation, cadre de concertation. Parce que pour qu'il y ait consensus, il faut que tout le monde puisse quitter sa position figée. On demande à la CENI de faire un pas parce que la machine est illégale, mais on peut l'utiliser dans certaines conditions. Alors, si nous aussi on accepte qu'elle est illégale, mais on accepte de l'utiliser, nous aurons aussi fait un pas et nous allons nous retrouver au milieu, nous allons trouver une solution. Voilà ce que nous allons demander. Dans certaines conditions, quelles sont ces conditions? Écoutez, par rapport à la machine, il y a une certaine opacité qui soulève beaucoup de suspicions. On ne comprend pas ce que la CENI cache derrière ces machines-là. Vous non plus, vous ne démontrez pas clairement ce que la machine cache techniquement. Mais déjà, s'il y a opacité, s'il y a un rideau de fer, si on ne vous donne pas l'autorisation d'aller dans tous les détails, comment allez-vous contrôler? Il semble que ça a déjà été fait plus Ça d'une n'a fois. pas été fait. Nous avons soulevé aussi le problème récemment du QR code, qui est un problème, un QR code qui est crypté. Pendant qu'on sait que la machine ne peut que lire le QR code, pourquoi vous cryptez une telle information pendant qu'on peut voir le visage, on peut voir le nom, on peut voir le numéro du candidat? Ça cache des choses. Nous essayons de les dénoncer. Que la CENI nous donne la possibilité d'examiner la machine de fond en comble. La Fondation Westminster est venue, la Fondation a émis quelques suggestions, mais la CENI n'a pas respecté toutes ces suggestions. Donc, il y a lieu d'être suspicieux. Fezamika. Monsieur Seth Kikouni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, l'actualité politique bouge. On nous dit que la politique est dynamique. Les alliances se font et se défendent. Est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance dans quelques jours de la part de Seth Kikouni? Non, nous n'envisageons pas une alliance en ces moments parce que, comme j'ai essayé de le dire au début, les agendas de ces 2 coalitions ne sont pas très clairs. Martin Fayoulou nous demande d'aller voter, mais de ne pas utiliser la machine. Parce que vous aussi, vous êtes contre cette machine à voter. Je suis contre la machine. Mais vous êtes dans la course. Mais je suis aussi contre la violence. La violence engendre la violence. Une fois que la violence éclate, ça devient beaucoup plus difficile de contrôler ce qui se passe après. Voilà mon problème. Moi, j'aimerais que nous puissions investir beaucoup plus de ressources dans la prévention. On le dit tous les jours, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà ma démarche. Il y a des choses que nous pouvons prévenir. Le jour où nous avons parlé du report, la question que les gens se sont posées, c'est que devient Kabila? Écoutez, on a demandé le report de l'opération de vote pour 3 mois. Entre-temps, il reste au pouvoir. Oui, mais pour 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire si vous allez dans ces conditions? Vous voulez une chose et son contraire. Non, mais d'ailleurs, si on va dans ces conditions, nous allons tous perdre. Qu'est-ce qui va se passer? Chadar, il va rester au pouvoir pendant 5 ans. Kabila a dit en 2023, il pourra se représenter. Il va revenir. Après, nous allons perdre 20 ans. Mieux vaut très bien organiser ces élections et qu'elles soient crédibles et transparentes. C'est ce que nous voulons. Que reprochez-vous? Que reprochez-vous justement à la classe politique actuelle? Puisqu'on voit
déjà, vous partez de manière dispersée contre une plateforme bien organisée qui sort un seul candidat. C'est une manière aussi de pouvoir l'aider à gagner les élections. Non, nous avons des élections à un seul tour. S'il n'y avait pas de machine, s'il n'y a pas de possibilité de tricher, même si on va en ordre dispersé, Chadar n'a aucune chance. On ne voit personne voter pour Chadar, on le sait tous. Peut-être que ce sera le dernier de la classe. Si nous sommes 21, il y aura un qui aura 30%, l'autre aura 20%, et Chadar aura probablement... Il est en train de battre campagne alors que vous êtes à Kinshasa, il est en province. Le vote... La République démocratique du Congo a 26 provinces, 7 Kikuni, on est à quelques jours des élections, vous n'êtes encore allé nulle part, à part sur les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, j'étais le premier à déposer ma candidature. Déjà, le dépôt de cette candidature a fait parler de moi. Après le dépôt de la candidature, j'ai quand même presté à travers plusieurs médias. Il y a des gens qui me connaissent. Maintenant, il ne faut pas voir le fait de battre campagne comme quelque chose de très classique. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de battre campagne. Et puis, entre nous, pourquoi votez-vous pour une personne? C'est parce qu'il a fait plein à Bunia ou c'est parce que vous êtes convaincu de son programme? Si vous votez parce qu'il a fait un plein quelque part, c'est que vous n'avez même pas compris le sens du vote. On vote parce qu'on est convaincu. C'est comme le salut, c'est individuel. C'est pourquoi il y a un isoloir le jour du vote. Quand on est convaincu, on n'a pas besoin de voir ce que les autres pensent de cette personne. Il faut aller convaincre. D'où vient la conviction? Elle vient d'où? N'est-ce pas de ce que l'on entend, de l'engouement, de l'attitude? Vous êtes assis, les réseaux sociaux couvrent quelle étendue en République démocratique du Congo pour vous donner toutes les assurances que quelqu'un à Malemba Koulou serait convaincu de voter pour cette Kikuni? Mais comment êtes-vous sûr et certaine que les gens qui viennent dans des meetings sont ceux-là qui votent? Mais ils ont des cartes d'électeurs. Ils sont majeurs. Non, mais peut-être ils ne votent pas vous, je parie. Peut-être c'est parce que vous êtes journaliste, mais je parie que les jeunes étudiants qui sont ici, la plupart, 90%, ne vont pas au meeting. Ils dépendent des réseaux sociaux, ils regardent la télé. Et puis les réseaux sociaux n'est pas à minimiser aujourd'hui. Écoutez, le monde change. Nous ne sommes pas en 1960. Mais nous parlons de la RDC, mais c'est cette Kikuni. Oui, mais le nombre de gens qui utilisent les réseaux sociaux, je donne un exemple. Je ne suis pas contre le fait qu'on doit faire de meetings, non. Le nombre de gens qui utilisent les réseaux sociaux est de 7 millions de gens, d'après les statistiques. Bon, en RDC. Si vous arrivez à convaincre 4 millions, et que ces 4 millions-là arrivent à convaincre 5 membres de leur propre famille, vous avez la moitié des électeurs, madame. Ce n'est pas quelque chose à négliger. L'amitié est fictive à travers les réseaux sociaux. Les démonstrations sont légion. Des gens qui aiment, qui like, ne vous portent pas forcément dans les cœurs. Oui, mais là-bas, vous communiquez aussi mieux. Parce que dans les réseaux sociaux, lorsque je parle de mon programme, les gens ont l'opportunité de s'arrêter, de lire, de comprendre et de poser des questions. Je vous pose une question très simple. Les autres opposants ont déjà fait le tour de l'Est. Quand ils ont fait de meetings, quel est le message qui vous est parvenu, qu'ils ont donné pendant le meeting? À cette question, je pense. Mais les gens peuvent se rappeler très bien de ce que moi j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Ils vont se rappeler de ce que je dirai dans cette émission Convaincre. Parce qu'ils auront le temps de me suivre, de digérer, de partager et peut-être de poser des questions. Ils pourront tous passer dans Convaincre. Donc, ils ont un avantage sur vous parce qu'eux, ils utilisent également les réseaux sociaux, mais aussi ils sont sur terrain. Même dans des non, mais quand ils viendront ici à Convaincre, peut-être moi je serai aussi sur terrain. Ok, alors là, on va passer au deuxième thème. Mais avant de passer au deuxième thème, vous avez évoqué des irrégularités et vous craignez que ces irrégularités puissent être bénéfiques pour le candidat Chadari. Pourquoi seulement Chadari? Ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre? Déjà, le régime en place n'a pas décalé les élections de 2 ans et demi pour laisser l'opposition diriger le pays. Non. Les élections devraient avoir lieu en 2016. Ils ont modifié les lois, ils ont trouvé des excuses pour nous donner ces élections. Ces élections remplies d'irrégularités. Il y a une audio de l'hôtel du Fleuve où on entend distinctivement la voix du président de la CENI. Vous en avez l'authenticité, M. Setkikuni? C'est Jeune Afrique qui l'a publié. Allez sur Google, allez sur YouTube, vous allez avoir l'audio. Nous connaissons les voix de ces gens-là. Ils ont bien dit que nous allons... Le président de la CENI disait là-bas que vos problèmes, moi je vais les résoudre avec le seuil,
qu'il a réalisé et avec la machine à voter. Nous avons la machine à voter. Il ne fallait pas briguer alors si vous saviez déjà qu'il y avait des irrégularités. Donc vous allez dans une bataille tout en sachant que vous êtes perdant. Pourquoi avoir mis vos 100 000 dollars alors que vous pouviez investir dans autre chose puisque vous êtes entrepreneur? Non, mais quand nous nous sommes lancés, il y avait encore la possibilité de corriger ces irrégularités. Et depuis que nous avons déposé notre candidature, nous nous sommes battus, nous avons dénoncé, nous avons écrit, nous avons parlé dans les cadres de concertation, nous avons discuté avec la CENI. Mais la CENI s'obstine. Si aujourd'hui la MOUCA a emprunté cette voie-là qui nous emmène à la violence, c'est parce que la CENI s'est entêtée. Alors, on va prendre le deuxième thème, c'est l'économie, finances, budget et agriculture. Mais déjà, ça nous permet aussi de décortiquer votre budget. Parlez-nous de votre budget de manière succincte. Oui, nous avons proposé dans budget. notre projet de société que nous avons intitulé Plan d'urgence pour la République. Nous avons proposé un budget de 12 milliards de dollars pour les 12 premiers mois, donc pour la première année. Et nous avons dit que si nous arrivons à avoir ces budgets, nous allons investir plus de 40% dans l'entrepreneuriat, que nous allons répartir de la manière suivante. Nous avons dit 30% dans le domaine agricole, 20% pour l'énergie, 10% pour l'industrie manufacturière et 10% pour les autres secteurs. Julie, c'est fou. J'entends 20% pour l'agriculture. Moi qui croyais combien de pourcents? 30% pour 30 sur vos 12 milliards annuels. Donc on aura 30%. J'ai déjà fait mes calculs, mais je connais aussi les données, les besoins formulés en termes d'agriculture pour faire vraiment de ce secteur le grenier, pour que le pays puisse bien se positionner. Pensez-vous que ce serait suffisant pour transformer tout ce qu'on a comme hectares ici, de terres arables, tout ça? Oui, nous avons 80 millions de terres arables, mais moi je suis entrepreneur. Les entrepreneurs sont très rationnels. Il faut toujours commencer par quelque part. Lorsque vous avez en face de vous un projet, il faut aller petit à petit. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a tout un processus qu'il faut suivre. Vous avez l'idée est là. Après l'idée, il faut d'abord se lancer. Une fois que vous vous lancez, il faut d'abord trouver les mécanismes pour survivre. Après la survie vient la stabilité, après la stabilité vient la croissance et le développement. C'est comme ça que nous voulons gérer la République démocratique du Congo. Vous ne débarquez pas en tant que candidat, en tant que président de la République demain, en 2019, et vous prenez tout ce que vous avez et vous investissez dans l'agriculture parce que le potentiel est là. Non, il faut d'abord essayer de comprendre comment est-ce que ça marche. Et quand on dit agriculture, il n'y a pas seulement la consommation locale, il faut aussi trouver des moyens pour exporter. Lorsque vous produisez et vous avez du surplus, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous produisez va pourrir entre vos mains et finalement, vous n'auriez rien accompli. Donc, il y a les étapes qu'il faut suivre lorsque vous décidez d'investir. C'est ce que nous voulons faire. Et nous avons dit 30% la première année. Peut-être la deuxième année, nous allons passer à 50%. La troisième année, nous allons évoluer. Donc, si je comprends bien, la première année, ce sera pour l'autosuffisance alimentaire d'abord. L'année qui suivra, on verra comment vendre aussi chez les voisins, le temps de nous industrialiser petit à petit, c'est ça? Oui, la première année, parce que quand on dit agriculture, il faut aussi penser aux infrastructures. Le problème chez nous est que ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas à l'agriculture, c'est faux. Il y a des gens qui sont dans ces secteurs-là, mais l'État ne donne pas les moyens de base pour que l'agriculture puisse marcher. Allez dans les bas Congo, vous allez voir des gens qui ont des champs, ils ont des fruits, mais les fruits pourrissent parce qu'il n'y a pas de route, de voie de desserte agricole. C'est un problème, on peut commencer par là. On peut créer des infrastructures qui vont permettre à ces gens-là d'abord d'évacuer ce qu'ils produisent. On peut créer des usines de conservation où ces gens-là pourront venir avec ce qu'ils produisent et on pourra les conserver pour les redistribuer. Quand on dit agriculture, ne pensez pas seulement au fait de planter et puis récolter. Non. Donc, qu'est-ce que votre projet comprend? Mon projet comprend tout cela. Nous parlons de toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Il y a celui qui plante, il y a celui qui récolte, il y a celui qui évacue, il y a celui qui distribue, il y a celui qui vend à la personne qui fabrique de jus et ainsi de suite. Il y a toute une chaîne qu'il faut suivre. Permettez-moi de revenir sur le montant, c'est 12 milliards annuellement. Comment allez-vous mobiliser ça? Déjà, nous avons un budget de presque 6 milliards cette année. C'est ce que nous prélevons auprès des contribuables.
Mais au final, Malheureusement, c'est rare d'arriver à ce montant-là. pas de problème. Vous le savez aussi. Malheureusement, nous avons seulement 177 000 contribuables. Quand on parle de à peu près 6 milliards, ça vient de 177 000 personnes dans un pays de 92 millions d'habitants. Le problème chez nous, c'est d'abord élargir l'assiette fiscale. Notre premier défi consistera à élargir cette assiette fiscale pour permettre à ces gens-là qui ne contribuent pas de contribuer. Une grande partie de notre économie se trouve dans l'informel. Si on réalise seulement la première année, 10%, on arrive à intégrer la première année, 10% de l'économie informelle dans le formel, nous pourrons atteindre ce montant-là. Deuxième point, si on arrive à canaliser, à numériser le système, à canaliser tout l'argent vers les trésors publics, nous allons dépasser ce montant-là. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je peux vous confirmer que lorsque nous payons nos taxes, nous payons par voie bancaire, il y a toujours 2 que la personne qui prélève met dans sa poche. Donc, si on arrive déjà à récupérer ça, nous irons au-delà de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est le minimum, parce que la première année, il faut d'abord comprendre comment est-ce que le système fonctionne. On n'a pas voulu être démagogue, on a voulu être le plus réaliste possible. M. Zanika. J'ai retenu que vous allez plus militer pour l'optimisation des recettes fiscales, mais aussi par rapport justement à l'économie du pays. Quel est le secteur, selon vous, qui est prometteur, dans lequel vous pensez vous investir dès le premier jour si vous passez comme président de la République, hormis l'entrepreneuriat? Lorsque nous avons élaboré notre projet de société, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons ciblé 99 secteurs qui peuvent transformer notre économie. 99 secteurs. Vous n'allez pas tous les citer ici? Nous n'allons pas tous les citer. Peut-être nous aurons la chance de vous envoyer les documents dans son entièreté, là où il y a les détails de tous ces secteurs-là. Mais quand on dit entrepreneuriat, là je répète, il y a toute une chaîne. On ne voit pas seulement la personne qui fabrique, par exemple, le voiture, non. Il faut aussi prendre en considération la personne qui fabrique les pièces de réchange. Il faut prendre en considération la personne qui fabrique les peintures pour ces voitures-là. C'est comme ça que fonctionne l'entrepreneuriat. Une chaîne de valeur, tout à fait. Une chaîne de valeur, tout à fait. Donc, nous voulons investir dans cette chaîne de valeur-là pour créer de la richesse comme il faut et nous serons en mesure de donner de l'emploi à plusieurs jeunes dans ce sens-là. Vous parlez dans votre budget, parce que le projet de budget que j'ai eu à consulter, vous parlez de la réduction à 90% du budget alloué à la présidence de la République. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes président, vous allez réduire le budget alloué à la présidence de 90%. Ce n'est pas de la démagogie, ça? Non, ce n'est pas de la démagogie. Moi, je suis d'avis que la politique doit cesser d'être cet espace-là où les gens viennent pour s'enrichir. Donc vous estimez je ne parle pas seulement de la présidence de la République est oui, budgétivore. Non, dans le projet, on ne parle pas seulement de la présidence. Nous avons prévu la réduction de salaires des députés provinciaux, nationaux, des ministres, des vice-ministres, du Premier ministre et de la présidence de la République. Pourquoi je dis ça? Je crois que l'une des raisons, on est parfois hypocrite, hein, mais il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, si on a 19 000 candidats, c'est parce que les gens pensent que quand on devient politicien, on vient pour s'enrichir. 90% des candidats sont en réalité des chômeurs. Ce sont des gens qui ne gagnent même pas 100 $, mais qui pensent qu'en devenant député, ils vont gagner plus de 10 000 $. Mais qui ont quand même trouvé l'argent pour payer la caution. Il y a des gens qui s'endettent justement parce qu'il va gagner et puis il va prendre cet argent-là et rembourser. Normalement, la politique ne doit pas être si attractive. Les gens doivent travailler comme moi. Moi, je viens de l'entrepreneuriat. J'ai fait fortune dans l'entrepreneuriat. Et j'interviens parce que la scène politique est cet espace-là qui doit réunir le meilleur. Je suis compétent, j'ai un parcours. J'interviens pour servir. Et après le service, je vais quitter cet espace pour rentrer dans ce que je fais. Alors, si nous avons des problèmes dans le pays, il faut que tout le monde puisse partager ces problèmes-là. Aujourd'hui, la présidence de la République consomme 63 millions de dollars dans un pays qui a 6 milliards de budget. La France a un budget qui est peut-être 1000 fois plus élevé que notre budget. La présidence de la République française consomme 103 millions de dollars. Regardez, il n'y a pas proportion chez nous. Si le peuple souffre, le président doit prêcher par l'exemple. Moi, je ne vois pas pourquoi le président doit
entretenir tout un avion, pendant que dans le monde aujourd'hui, dans des pays pauvres, nous avons des présidents qui prennent des vols commerciaux. Ce n'est pas interdit. Ils peuvent le faire. Donc voilà un peu ma démarche. C'est possible d'avoir un budget de 6 millions de dollars pour la présidence. C'est possible pour un député de percevoir un salaire de 500 dollars ou 700 dollars. C'est possible. Je félicite même un candidat député qui est passé aujourd'hui sur l'une de radio pour proposer un contrat où tous les députés, pendant les 5 prochaines années, doivent signer que voilà, les 5 prochaines années, ils vont percevoir aucun salaire. Ce n'est pas d'échapper de bonnes intentions. Alors, dans votre projet de budget, vous parlez aussi de la lutte contre le culte de la personnalité. Et vous estimez que nous sommes dans ces cultes dans ce pays? Oui, tout est culte de personnalité chez nous. Comment la politique. On voit des jeunes hommes et femmes très beaux qui passent à la télé pour louer des êtres humains, pour adorer des individus sous l'impulsion de tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais c'est honteux. C'est honteux de voir un être humain adorer un autre être humain. Moi, je suis contre ça. Si vous êtes élu, on ne verra jamais ça. Vous ne verrez jamais cela. D'ailleurs, je ne l'autorise pas. Même dans mon groupe, je crois que je ne me fais même pas appeler autorité morale parce que nous appelons tout le monde camarade et nous faisons de notre mieux pour travailler ensemble. Président, oui, c'est l'engouement, mais ce n'est pas que je demande aux gens de m'appeler président. Ok, je donne l'exemple de mon entreprise. Dans mon entreprise aussi, vous ne verrez pas ce genre de choses. Moi, je suis contre le culte de personnalité. Non seulement c'est réducteur pour notre jeunesse, mais aussi ça défie l'individu. Nous n'avons pas besoin de super-hommes. Nous n'avons pas besoin des individus demi-dieux. Nous avons besoin des individus serviteurs, des gens qui vont servir les autres. Voilà ce que nous voulons. Alors, j'ai envie de comprendre. C'est donc dans cette optique-là que vous aviez carrément décidé d'envisager de vendre la RTNC. Voilà. Cas où vous deviendrez président, vous n'avez toujours pas renoncé à cette idée? Oui, voilà, parce que la RTNC, c'est cette église-là où on adore carrément les individus. L'église au milieu du village. L'église au milieu du village, sauf qu'on ne connaît pas leur Dieu. Vous avez été on connaît les dieux, mais on RTNC. tait leur nom. Nous vous avons suivi sur la RTNC. Oui, mais lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai dit dans ma déclaration que je vendrais la RTNC à la RTNC. Vous pensez qu'un président a ce droit-là de vendre? Il vend un bien de l'État, un président, vous, entrepreneur? Non, écoutez, il y a tout un processus, mais la loi autorise la libéralisation, la privatisation des entreprises publiques. La loi l'autorise, bien sûr. Nous parlons de la privatisation. Vous prenez la libéralisation dans votre projet de société? Oui, nous prenons la libéralisation. Nous voulons ouvrir la RTNC à d'autres actionnaires et pour que tout le monde puisse s'exprimer convenablement. Aujourd'hui, je suis invité à B1, ce n'est pas la première fois. Je connais le propriétaire de B1, il a sa tendance, mais il fait passer tout le monde. La RTNC qui est une chaîne publique, qui fonctionne avec mon argent, qui fonctionne avec l'argent de tout le monde ici, de tous les contribuables congolais, ne nous donne pas l'espace. On fait passer Chadari à longueur de journée, ce n'est pas normal. Vous avez été reçu sur la RTNC. Parce que c'est une obligation légale et c'est parce que nous avons aussi dénoncé. Si Est-ce que vous avez demandé, pas le faire. Est-ce que vous avez demandé de faire passer vos éléments à la RTNC, on vous a refusé de les faire passer? C'est ça aussi le problème. Le jour où j'ai j'ai présenté mon projet de société, il y a 2 chaînes qui ont refusé de faire passer mon projet de société. Il y a la RTNC, il y a une autre chaîne aussi, très proche de la RTNC qui est privée, dont j'ai les noms. Vous gardez rancune contre ces chaînes, c'est ça? Et au cas où vous passez président, il faudrait rendre les comptes directement? Non, ce n'est pas question de rancune, c'est un avis partagé. Il y a eu des massacres à Beni à plusieurs reprises, la RTNC n'a pas parlé de ces massacres. Il y a 2 jours, le docteur Mukwege était en direct dans les chaînes étrangères. La RTNC n'a pas retransmis. Mais vous êtes d'avis avec nous que chaque chaîne a sa ligne éditoriale? La RTNC, c'est la chaîne publique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que chaîne publique veut dire. Ils sont dans l'obligation de montrer tout ce qui se passe par rapport à notre pays. Mukwege a fait la fierté de toute la nation. Pourquoi ne pas montrer un tel événement? À Beni, ce sont nos compatriotes qui sont massacrés. Pourquoi ne pas montrer ce qui se passe à Beni? Mon plus grand problème avec la RTNC, c'est celui-ci. Lorsque vous regardez la RTNC le soir, vous avez l'impression de vivre aux États-Unis, à New York, où tout est parfait. On vous montre des bureaux climatisés, bien entretenus, des ministres, des PDG.
Voilà, on ne vous montre pas la souffrance de la population. Est-ce que ça n'a pas été une stratégie pour vous faire entendre, pour un petit buzz entre nous? Vous pouvez l'avouer? Non. Ça vous a quand même fait aussi du buzz, non? Non, ce n'était pas pour le buzz. Mais ça a quand même aussi servi à cela. Ça a servi au buzz. Ça peut être une stratégie marketing pour vous faire entendre. Vous êtes entrepreneur. Non, mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Premièrement, je ne m'attendais pas à ce que les intellectuels puissent comprendre le mot vendre au premier degré. Parce que quand on dit vendre, c'est privatiser. J'étais à la RTNC, les journalistes m'ont dit, vous ne pouvez pas vendre la RTNC. J'ai dit, ok, c'est dans le sens de privatiser ou libéraliser. Ils ont dit, mais il fallait dire ça. Mais j'ai dit, comment est-ce que vous traduisez le terme privatiser en lingala? Mais messieurs, nous sommes dans la non, communication. Mais dites-moi, comment traduisez-vous Vous êtes candidat vendre? président, nous sommes dans la communication. Moi, j'avais compris qu'il s'agissait de privatiser, mais je vous ai amené à ce que vous-même, vous puissiez le prononcer, parce qu'en communication, il y a quand même des problèmes. L'usage des mots, l'emploi. Quand vous dites vendre, on se dit azoteka. Mais curieusement, le petit peuple a bien reçu ces messages-là. Il y a eu seulement problème avec les intellectuels. Parce que nous sommes un peu trop dans le superflu, voilà le terme. Le petit peuple a bien capté ces messages et a même aimé ce message-là de vendre. Ils veulent que la RTNC puisse être finalement vendue ou privatisée. Vous avez vulgarisé alors voilà, on va exploiter le troisième thème de ce programme, c'est la sécurité et la défense. Vous avez fait allusion à Béni. Quelles sont les stratégies que vous mettrez en place une fois arrivé à la tête du pays pour mettre fin au cycle des tueries à Béni? Je le dis toujours, la sécurité coûte très cher. Je sais que nous avons traversé des moments difficiles, nous avons connu beaucoup de guerres, mais la sécurité, ce n'est pas quelque chose que vous allez résoudre par la simple volonté. Il faut beaucoup travailler, il faut avoir de l'argent. Les armes coûtent cher. Tout ce qui est relatif à la défense coûte cher. Si je suis élu, la première des choses que je ferai, je vais essayer d'abord d'évaluer les réformes en cours par rapport à la défense. Il y a des réformes qui ont commencé avec le pouvoir en place, ça s'appelle le FEC. Formation, entraînement, casernement. J'aimerais comprendre là où ils en sont exactement. Une fois que j'arrive à évaluer cela, nous allons maintenant déterminer des stratégies qui vont nous permettre de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Premièrement, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous voulons déplacer l'état-major général vers l'est du pays. C'est une proposition que nous avons faite dans notre projet de société. Qui rencontre celle de la coalition Lamouka. La coalition Lamouka a copié cette proposition-là, je suppose, de mon projet de société. Ou encore, ils ont pensé à cela après que je l'ai dit. Parce que dans le projet initial du candidat, il n'y avait pas déplacé l'état-major vers l'Est. Vous y avez jeté un coup d'œil avant qu'il ne soit publié ou Il n'y avait pas ce projet-là. J'ai proposé cela. Deuxièmement, moi, je pense que notre armée est très corrompue. Aussi corrompue que l'administration publique. Vous allez la réformer? Je vais la réformer, mais je vais aussi réduire le nombre, notre armée actuelle, à celle des officiers. Donc, nous aurons peut-être 30 000 officiers et nous allons investir dans les jeunes qui finissent l'école secondaire. Nous allons rendre le service militaire obligatoire. Nous allons envoyer chaque année 250 000 jeunes dans l'armée qui formeront ces troupes-là de réservistes. Volontairement ou vous allez les forcer à aller dans l'armée? Ça sera obligatoire, comme je l'ai dit. Par rapport aux femmes, nous sommes encore en train de voir si on doit aussi envoyer les femmes. Peut-être que nous allons créer, à côté du service militaire obligatoire, le service national pour les femmes. Pourquoi pas? C'est une discrimination. La 1325 voudrait que les femmes participent. C'est une discrimination. Non, ce n'est pas une discrimination. Je l'ai dit, peut-être que nous allons envisager le service national. Mais justement, c'est là où nous en sommes. Non, mais s'il y a des femmes qui veulent intégrer l'armée, pourquoi s'il y en a? C'est là où nous en sommes justement. C'est comme si vous relativisez lorsque vous voulez parler des femmes, alors que la 1325, par exemple, voudrait que les femmes participent autant que les hommes au redressement, au rétablissement de la paix, la résolution des conflits. Oui, mais pensez aussi à l'armée comme une chaîne de valeur. Tout le monde aura sa place. Ici, nous parlons de jeunes
qui peuvent aller se battre dans nos frontières. Vous pensez que Mais la cela femme n'empêche n'a pas pas qu'il y la ait des femmes. capacité d'aller se battre? Non, ils peuvent toujours servir dans l'armée d'une certaine manière. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai essayé d'abord de mettre les femmes de côté? Parce que chaque année, s'il y a 500 000 diplômés, vous ne prenez pas les 500 000 diplômés et vous envoyez dans l'armée. L'administration publique aussi aura besoin de gens. Les universités aussi auront besoin de gens. Qui va aller dans les universités si vous prenez tous les jeunes qui finissent l'école secondaire, vous envoyez dans l'armée? Est-ce que tout Il y ce aura un que vous problème. envoyez dans l'armée, c'est pour aller au front forcément, ou vous voulez copier le modèle des autres qui voudraient que les hauts cadres passent forcément par le service militaire? Parce que ça travaille aussi même le cerveau, l'esprit de compétitivité, de sorte que lorsqu'il n'y aura pas guerre, en temps de paix, ce que nous souhaitons le plus, ils pourront servir à autre chose aussi. Même quand ils seront à l'armée aussi, ils vont servir à autre chose. Mais Parce alors, que nous aurons des camps partout. Ils peuvent aussi faire l'agriculture. Ils peuvent Justement. aussi aider à faire de routes. Il y a les Mais c'est le génies militaires service. qui On veut les existent. apprendre le civisme, le patriotisme et aussi comment défendre la nation. Quand on dit service militaire, ne voyez pas seulement des gens qui prennent des armes et qui vont tirer sur les autres. Non, mais aussi avoir une si grande armée. Parce que notre armée actuelle, l'effectif est de 163 000. Mais moi, je parle de 250 000. Cela veut dire que ça sera aussi une force dissuasive. Les voisins pourront voir que nous avons une très grande armée et ça va aussi nous permettre d'avoir un mot à dire par rapport à nos voisins. Tout à l'heure, vous parliez de l'insécurité. L'insécurité, c'est aussi le fait de l'impunité qui découle justement des failles de la justice que l'on connaît chez nous. Quelle analyse vous faites de notre appareil judiciaire avec des réformes même en cours? Oui, c'est vrai que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de dignité. Là où il n'y a pas de justice, les gens cherchent à se faire justice eux-mêmes. C'est là les dangers. Notre système est vraiment défaillant. J'ai été moi-même victime l'année passée. Je me suis fait escroquer 120 000 $. Je suis allé au parquet pour poursuivre ces gens-là. Vous arrêtez quelqu'un aujourd'hui, demain on les libère. Entre-temps, chaque fois que je voyais le magistrat, 4 fois la semaine, il fallait déposer un 100 $. C'est un problème très important qu'il faut à tout prix résoudre. Raison pour laquelle dans notre projet, nous avons prévu quelques réformes en matière de justice. Premièrement, nous voulons garantir les libertés et droits fondamentaux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont arrêtés arbitrairement, y compris les journalistes. Nous allons restructurer l'ANER et nous allons faire de notre mieux pour garantir ces libertés et droits fondamentaux. Nous allons libérer tous les prisonniers politiques qui n'ont pas été libérés malgré les accords de la Saint-Sylvestre. Un autre problème avec la justice, c'est que la justice n'est pas délivrée à temps. Elle n'est pas opportune, elle n'est pas complète. Aujourd'hui, lorsque vous portez plainte, votre dossier peut prendre 5 ans, 10 ans, ce n'est pas normal. Il faut trouver un mécanisme pour finaliser le plus rapidement possible les dossiers. Les magistrats font cela consciemment parce qu'ils savent que chaque fois que le plaignant vient, il va déposer un petit 100 $, alors ils essayent de prolonger le dossier pour que ça ne puisse pas marcher. C'est un problème. Un autre problème par rapport à la justice, c'est simple, c'est l'accès à la justice. Les gens n'ont pas accès à la justice. Vous violez une femme aujourd'hui, elle ne pense même pas aller porter plainte. Mais qu'est-ce que vous proposez, cette Kikoni? Nous voulons d'abord établir sur toute l'étendue, surtout dans les zones rurales, sur toute l'étendue de la République, des cours et tribunaux. Nous voulons éduquer la population, les apprendre à résoudre leurs problèmes au niveau des cours et tribunaux. C'est très important. Il faut que ça puisse devenir une culture. S'il y a un problème, il faut aller à la justice et porter plainte. Nous irons même loin. S'il y a un problème de violation des droits de l'homme, nous voulons même rendre certains procès gratuits. Que s'il y a violation, ils peuvent aller porter plainte gratuitement. Ils ne doivent pas se dire que voilà, je n'ai pas d'argent pour le faire. C'est ce que nous voulons faire. Il faut que l'accès à la justice puisse être quelque chose de très répandu. Il faut que les gens puissent finalement faire confiance à la justice pour que les choses puissent marcher. Là où il y a impunité, il n'y a pas de développement économique. Là où il y a impunité, il n'y a pas d'ordre. Tout le monde dit que l'enseignement congolais, le niveau est au rabais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour relever ces niveaux? Oui, déjà, dans le budget actuel, la part allouée à l'éducation est de 750 millions de $. Nous voulons augmenter le budget de l'éducation, mais nous allons faire la part de choses. Parce que, puisque nous voulons investir 40% du budget national dans l'entrepreneuriat,
il est important pour nous d'avoir la main-d'œuvre qualifiée pour nourrir ces secteurs-là de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle, dans notre mandat, nous allons d'abord rendre les écoles techniques gratuites pour transformer tous les chômeurs, les 250 000 chômeurs déversés chaque année Mais là, vous dans le violez la marché de Constitution. l'emploi. La Constitution ne parle de la gratuité qu'à l'école primaire. Mais cette gratuité, ça marche avec l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez faire la meilleure loi du monde, vous ne serez jamais en mesure de Vous allez l'appliquer. modifier la Constitution. Je ne modifie pas la Constitution. Je dis, créons d'abord la richesse. Ensuite, nous allons rendre l'éducation gratuite. Elle est supposée être gratuite. Est-ce que c'est gratuit? Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. L'éducation gratuite est la fille aînée du développement. Vous avez besoin de l'argent pour rendre l'éducation gratuite. Moi, je rêve d'une République démocratique du Congo où entre 8h et 12h, vous ne verrez aucun enfant à l'extérieur parce qu'ils sont tous à l'école, comme dans les pays occidentaux. Chez nous, c'est le contraire. Lorsque vous sortez à 9h, 10h, vous voyez tous les enfants dehors. Il n'y a qu'une petite minorité à l'école. Moi, je ne veux pas d'un tel Congo. Mais vous avez besoin de l'argent pour investir dans l'éducation. Vous avez besoin de l'argent pour augmenter le budget. Commençons avec les écoles techniques. Que les gens travaillent d'abord, créons la richesse. Le jour où nous aurons un budget élevé, l'éducation sera gratuite. Ce n'est pas un problème. Julie Sefou. Un mot sur la santé. Que faire pour que chaque citoyen accède aux soins de santé, ne serait-ce que primaires, de façon gratuite? Dans notre projet de société, nous avons prévu le système de médecins de famille. Chaque famille aura son médecin. Parce que déjà, nous avons un grand nombre... Vous avez nombre... déjà fait le compte, on a combien de médecins pour quelle population? Nous allons travailler là-dessus. Il y a des médecins chômeurs, vous le savez. Mais vous commencez normalement au mois de janvier si vous êtes président. Oui, mais un médecin peut prendre soin de 20 familles. Donc ou de 30 familles. 30 familles. familles. Une famille par jour, c'est possible. C'est possible de le faire. Parce que le problème de santé, c'est quand même crucial dans un pays comme le nôtre, là où il y a plusieurs épidémies, il y a plusieurs problèmes de santé. Et les gens meurent parce que le diagnostic ne se fait pas souvent à temps, le dépistage. Les gens vont à l'hôpital lorsqu'ils s'évanouissent, lorsqu'ils ressentent vraiment des malaises. Oui, ça coûte cher, justement. Nous voulons résoudre ce problème-là, justement, à la base. Si le médecin fait des visites régulières, il y aura possibilité de suivre chaque personne, chaque famille. Et s'il y a des problèmes sérieux en ces moments-là, nous verrons comment est-ce que nous allons envoyer des tests dans les laboratoires. Qui s'occupera de ces médecins pour faire des touches chaque jour? L'État va s'occuper de ces médecins. Avec un budget de 10% sur votre budget annuel, vous pensez que ça va résoudre tous ces problèmes ou il faudra avoir des hôpitaux qui sont modernisés avec tous les appareils qu'il faut? Il faudrait bien payer les médecins. Vous avez apparemment alloué 10% de votre budget annuel au secteur de la santé. Oui, mais la première année, on ne dit pas que les 82 millions de Congolais auront tous un médecin. Nous allons commencer par quelque part. Nous allons d'abord prendre un échantillon. À Kinshasa, on prend un nombre limité. Dans toutes les provinces, on prend un nombre. Et plus le budget va accroître, plus nous serons en mesure de couvrir toute la République. Moi, dans ma logique d'entrepreneur est la suivante. Il faut toujours commencer par quelque part. Il faut commencer avec le problème qui résout les autres problèmes automatiquement. Je ne dis pas que je ferai tout. Moi, je ne suis pas démagogue. Je n'entre pas du tout dans la démagogie. Sinon, j'allais proposer un budget de 50 milliards de dollars la première année. Non, je suis réaliste. Nous allons commencer et à partir des résultats que nous allons obtenir, nous allons améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Dans votre politique concernant la santé, vous allez réhabiliter les hôpitaux existants ou vous allez construire d'autres hôpitaux? Nous allons d'abord réhabiliter. Et les débaptiser? Débaptiser, cela veut dire les hôpitaux qui portent les noms de maman de tel ou tel. Pas forcément les mamans. Vous aimeriez peut-être qu'on connaisse aussi votre femme, vous donnerez le nom de votre fils. Non, pas du tout. Moi, de votre village. Je suis un bon entrepreneur avec un bon parcours. Vous ne m'avez jamais connu. Sinon, vous alliez me connaître. Moi, je n'ai jamais été dans cette logique-là. Et que ferez-vous? Faire connaître ma femme, c'est la moindre des choses. Mais qui sait si vous faites la politique pour vous faire connaître? Non, pas du tout. Avec 100 000 $, Kofi allait me chanter, Fali vous allait me chanter. Vous auriez dû commencer peut-être peut-être aussi à la députation nationale. Non. Écoutez. Ma contribution dans la société dépasse la contribution d'un député. Mais pourquoi n'avoir pas fait comme certains autres candidats qui ont déposé leur candidature à la présidence, à la députation nationale et aussi à la provinciale? Ils cherchent du travail. Il y a quelque chose qui cloche. Ils cherchent
là où ils vont percevoir beaucoup plus d'argent. Moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Ma contribution, pour l'instant, je suis fier de ce que je fais. J'ai des entreprises, j'emploie des gens, ce n'est pas ce qu'un député fait. Un député est là au Parlement pour parler, pour voter des lois, pour se faire corrompre et tout. Moi déjà, c'est minimisable. Dans un pays où l'économie est très instable, je crée de l'emploi. Je suis un héros. Je le fais déjà. Alors, je ne vois pas pourquoi je dois laisser ce que je fais pendant que je paye de bons salaires à oui, vous êtes dans la confortabilité. Et aller d'abord devenir député. Pour quelle raison? Parce que le salaire d'un député, moi, je fais plus que ça mensuellement. Vous serez président de la République, vous aurez besoin de ces députés pour faire passer des lois. Oui, mais nous allons travailler ensemble. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour défier qui que ce soit. La République démocratique du Congo, c'est un bien commun. On doit discuter en termes d'intérêt général. S'il y a un député qui ne comprend pas ce que veut dire intérêt général, cela veut dire que sa place n'est pas déjà dans le Parlement. Alors, Monsieur Seth Kikouni, nous avons aussi des questions, mais dans le public. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Glody Mongolo. J'ai une petite question ou une priorité à poser à notre candidat jeune, mais c'est Seth Kikouni. Ma question est celle-ci. Vous avez énuméré les budgets, l'économie, tout, mais nous, étant jeunes, nous n'avons pas senti vraiment l'accent sur la jeunesse. Mais c'est Seth Kikouni. Est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à votre projet, la place exacte de la jeunesse par rapport à votre projet de société? Merci. Alors, Monsieur Seth Kikouni, vous avez eu une question du public. Quelle est la place de la jeunesse dans votre projet de société? Déjà, le point le plus important dans mon projet de société, la priorité de priorité dans mon projet de société, c'est la lutte contre le chômage. Et nous avons dit dans notre projet, lutter contre le chômage, surtout le chômage de jeunes. Donc, lorsque nous allons investir cet argent, 40% du budget dans l'entrepreneuriat, ce sera principalement pour donner de l'emploi aux jeunes. Nous avons parlé de la création de 1 250 000 emplois par année. C'est ce que nous allons faire. Nous allons privilégier la jeunesse parce que moi, président, je ferai de l'entrepreneuriat une affaire personnelle. Cela veut dire que je vais m'impliquer moi-même dans ce processus-là de création de nouveaux riches en République démocratique du Congo, de nouveaux entrepreneurs en République démocratique du Congo et de la nouvelle classe moyenne en République démocratique du Congo. C'est que moi, je promets principalement aux jeunes, sans être démagogue, c'est l'emploi et je le ferai. Et en parlant de l'emploi, vous comptez créer combien d'emplois pour les jeunes? La première année, nous avons parlé de 50 000 entreprises et de 1 250 000 emplois. Ah bon? Comment vous le ferez? Je vous ai parlé de 9 secteurs clés que je n'ai pas énumérés ici. Et dans ces secteurs-là, dans la chaîne des valeurs, tout le monde va se retrouver. Moi, dans le business que j'ai fait, je travaille avec les industries. Parce que j'ai aussi des parts dans des industries. Vous savez comment les industries fonctionnent? Il y a toute une chaîne, il y a des gens et chacun fait un travail spécifique. Une industrie peut contenir 500 personnes. Si vous prenez l'exemple du textile, pour faire ce costume, ça passe par à peu près 60 personnes. Il y a une personne qui met les boutons, il y a une personne qui repasse, il y a une personne qui coud cette partie. Donc, chaque personne a un rôle à jouer et puis il a son salaire. Et voilà comment ça fonctionne. Maintenant, multiplier cela par le nombre de secteurs que nous avons, comprenez qu'il y aura de la place pour beaucoup de gens. On va prendre la deuxième question dans le public. Merci pour la parole. Moi, je suis Obed Bumba. J'ai une petite question à notre candidat. Monsieur Seth Kikouni Massoudi, vous avez dit que le silence est stratégique. Mais moi aussi, je vous dirais que la politique n'est pas un don de Dieu, mais plutôt c'est le rapport de force. Êtes-vous sûr que le 25 décembre, vous serez élu comme président de la République pendant que nous avons 26 provinces, les autres candidats sont dans les provinces pour faire leur campagne, mais vous êtes ici. Et puis, vous avez aussi parlé des réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas comment utiliser Facebook, WhatsApp. Et il y a des endroits même, il n'y a même pas de courant. Êtes-vous sûr que ces gens-là auront la possibilité de vous connaître comme leur candidat à la présidence? Merci beaucoup. Une très bonne question.
Oui, merci pour la question. Mais là, je confirme que beaucoup de gens m'y connaissent déjà. Et puis, je l'ai dit au début, il y a plusieurs façons de battre campagne. Nous sommes jeunes, nous devons faire confiance à la technologie. Il y a possibilité d'entrer dans toutes les maisons la veille du jour de l'opération de vote. Est-ce que vous le savez? Je ne veux pas dévoiler ma stratégie, mais il y a cette possibilité-là. Deuxième point, c'est que j'aime avec la veille, démocratie. ça sera le silence, hein? La veille. Donc, quand je dis la veille, pas le 22, même le 21. Deuxième point, il y a quelque chose que moi j'aime avec la démocratie. C'est le fait que le vote est individuel, je l'ai dit au début. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans votre meeting, qui entend parler de vous, qui vous voit, qui votera forcément pour vous. Non. Il y a de ces messages-là qui passent beaucoup plus facilement. Il y a des gens qui savent déjà pour qui voter. Ils n'ont même plus besoin d'aller dans un meeting, ils n'ont même plus besoin d'être convaincus par qui que ce soit. Ce processus a commencé il y a longtemps. Il y a mes équipes ont quand même fait un travail de terrain de bouche à oreille et nous allons continuer. S'il y aura élection réellement, croyez-moi, si la CENI décide de rectifier certains tirs, nous allons faire de notre mieux. Si on doit même utiliser des hologrammes comme en France pour parler à toute la République, nous le ferons. Alors, je vous sens dubitatif concernant la tenue exacte des élections le 23 décembre. Vous ne serez pas surpris ce jour-là? Non, je ne serai pas surpris parce que nous... Vous partez déjà en perdant? Non, je ne pars pas en perdant. Écoutez, il y a une comédie. Il y a une comédie qui se passe et nous allons continuer à dénoncer. On ne peut pas faire semblant. Moi, dans ma vie, je ne fais pas semblant. S'il y a un problème, je parle. S'il y a un problème, je dénonce. Il y a des problèmes. Je ne peux pas prétendre que ce qui se passe n'a pas lieu parce qu'on doit forcément aller aux élections. Ce qui se passe ressemble à quoi? Nous sommes dans un stade, le stade est rempli, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui sort avec 11 personnes, donc c'est le FCC. Il y a l'autre équipe de l'opposition qui sort avec 8 personnes. Et puis on nous a coupé les jambes, on nous dit voilà, on doit jouer. Nous sommes en train de crier, nous, l'équipe B. On dit on nous a coupé les jambes, on ne peut pas jouer. Mais il y a des gens, surtout des journalistes, qui disent papa, les décors sont déjà plantés, les supporters sont déjà là, il faut jouer. Non, on doit d'abord dénoncer. Parce qu'à la fin, si un problème arrive, on comprendra que voilà, nous avions dénoncé. Vous étiez arrivé sur ce terrain sachant que vous n'aviez pas de jambes parce que les décors se plantaient déjà dès le départ. Peut-être pour la machine à voter, on ne savait pas, elle n'était pas prévue dans la loi électorale. Mais pour les fichiers électoraux, ça a été décrié depuis plusieurs mois. Mais vous vous êtes décidé quand même de venir tenter ou de venir voir comment ça se passe sur le terrain et puis dénoncer après. Pourquoi ne pas rester à l'écart? Non, on n'a pas dénoncé après. Dans le cadre des concertations, d'après le président de la CENI, c'était un cadre supposé résoudre ces problèmes. On a parlé des fichiers. Vous savez ce que le président de la CENI a fait? Lorsque nous avons parlé du fichier corrompu, nous avons dit qu'il faut radier ces gens-là et puis nous allons recommencer le contrôle. Voir si parmi eux, parmi ces gens-là qui sont sans empreinte, il y a des personnes réelles. La CENI est venue avec une liste de 6000 personnes. Il nous a dit, parmi les électeurs sans empreinte, il y a 6000 candidats députés. Si nous radions les 6 millions, nous allons aussi radier les 6 000. C'était un chantage qu'il nous a fait. Ok, moi je n'ai pas de candidats députés, ça se comprend. Maintenant, imagine un peu l'humeur des gens qui ont des candidats députés, qui sont eux-mêmes candidats députés. Il a même dit que parmi vous, les candidats présidents, il y a des personnes sans empreinte. On n'a pas pu évoluer. Et nous avons fini en queue de poisson. Mais on avait insisté, nous voulons les radier. Même s'il y a des candidats députés, même s'il y a des candidats présidents, donnez-nous ces listes-là, nous allons radier et puis nous allons recommencer. Chose que la CENI n'a pas acceptée. Mais le 23 décembre, il y aura élection. C'est un forcing. C'est pourquoi j'ai dit dans ma lettre que nous allons tout droit vers le chaos. Si la Mouka réussit son coup, c'est le chaos. Si le cash réussit son coup, c'est le chaos. Parce que si Seth Kikouni passe président, ce n'est pas le chaos, bien que vous avez dénoncé des irrégularités. Avec cette machine, par quelle magie Seth Kikouni passera président? Alors, retirez votre candidature, monsieur Seth. Je ne peux pas retirer. C'est mon droit, c'est notre droit. Non, on doit se battre jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'il y a injustice qu'on doit se rétracter. Non, je comprends maintenant pourquoi vous êtes timide dans la campagne électorale. Ça se justifie. Il y a des irrégularités, je ne suis pas le seul. Je vous ai expliqué au début pourquoi est-ce que la Mouka bat campagne. Mais il y aura élection le 23 décembre. Quelle est la différence entre ma démarche et celle de la Mouka? La Mouka appelle les gens
à ne pas aller voter avec la machine à voter. Ils appellent les gens au soulèvement. Pourquoi C'est votre entamer une telle interprétation quand vous démarche? parlez de soulèvement. Pardon? C'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation, mais qu'est-ce qui se passe si les gens vont là-bas, ils trouvent la machine et que leur leader les avait demandé de ne pas utiliser la machine? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont utiliser des bulletins, des papiers. C'est ce qu'on leur a dit, c'est le mot d'ordre. Ils utilisent des bulletins papier et leur vote est annulé. Qu'est-ce qui se passe après? Ou Cash, qui croit gagner avec cette machine, va et se fait battre. Parce que nous savons tous que Chadar, il ne peut pas nous battre. Il va là-bas, il se fait battre. Qu'est-ce qui se passe le 25? Il se passera qu'on annoncera qui est élu et le lendemain, il y aura prestation de serment. Le ciel ne tombera pas. Je paraphrase quelqu'un. Mais justement, ça, c'est construire une réalité pour nous. Croyez-moi, cette année, le peuple congolais est déterminé. Le peuple congolais veut se débarrasser de Mais ce peuple que vous rencontrez par les réseaux sociaux, c'est de ce peuple-là dont il est question. Non, nous nous adressons à toute la République. Biwan émet quand même dans plusieurs provinces, non? Et après, et puis je précise, hein, nous avons des coordonnateurs dans toutes les provinces qui parlent de nous. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Nous avons des coordonnateurs, nous avons quand même fait un travail de terrain. Cette Kikouni, que deviendrez-vous après le 23 décembre? Sans être élu président. S'il y a de bonnes élections, je pense être élu. Parce que si les conditions sont réunies, cela me permettra de battre très bien la campagne. Et moi, je crois à l'électorat de cette année. Ces élections, c'est le procès de la jeunesse contre toute la République. 65% de jeunes vont définir le destin de la République. Et je suis convaincu. Je suis convaincu que ces jeunes-là me feront confiance si toutes les conditions sont réunies. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a élection, nous allons continuer à nous battre. C'est dans l'opposition. On chute déjà, nous allons prendre une question concernant la culture et les sports. Julie, c'est fou? Oui, justement. On peut bien exploiter et rentabiliser notre culture, notre sport, au lieu de les garder dans les ghettos avec des athlètes, des artistes pauvres qui attendent d'être enterrés par l'État. Alors vous, en tant que jeune, avec cet esprit d'ouverture, d'entrepreneuriat, comment envisagez-vous faire de notre culture et de notre sport, justement, une puissance, un élément de la puissance étrangère? Dans les 99 secteurs de l'entrepreneuriat, il y a aussi le sport. Aujourd'hui, lorsque vous regardez des pays comme le Brésil, le Nigeria, je me limite à ces deux exemples-là, vous allez voir que ce sont des pays, en dehors des autres choses qu'ils produisent, ils produisent aussi des très bons sportifs, surtout des footballeurs. Leurs footballeurs, lorsqu'ils vont en Europe ou encore dans leur pays, lorsqu'ils prestent bien, ils gagnent des millions de dollars qu'ils utilisent dans leur pays. Mais nous avons une grande population, une grande partie de la jeunesse. Mais regardez par exemple le nombre de nos sportifs professionnels dans le monde. On peut compter avec le doigt. C'est très anormal. On devrait avoir en Afrique, je crois après le Nigeria, le plus grand nombre par exemple de footballeurs ou des athlètes qui participent à des compétitions organisées par le comité olympique international. Le cas est similaire à la culture d'ailleurs. Oui, le cas est similaire à la culture, mais dans le domaine de sport, nous allons doter notre pays de bonnes infrastructures où nous allons former de bons sportifs. Nous allons aussi sensibiliser les parents, dire aux parents que le sport n'est pas une mauvaise chose. Moi, je ferais un très bon footballeur si mes parents... Vous auriez soutenu ? Oui, bien sûr. Moi, je jouais très bien au foot. Je jouais au niveau semi-professionnel, même à l'université en Europe. Mais là, j'étais déjà avancé et puis je faisais mes études. Et puis à l'époque, pour nos parents, faire le sport, c'était pour les voyous parce que ça ne rapportait pas et tout. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, nous avons des sportifs qui sont multimillionnaires, qui vivent comme des grands patrons. Donc, nous allons investir, doter le pays des infrastructures où nos jeunes peuvent devenir de bons sportifs et seront en mesure de compétir au niveau international. Par rapport à la culture, nos artistes se plaignent beaucoup plus de la piraterie, qui est un problème aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit l'autre fois dans l'une des chaînes, il y a possibilité de se faire de l'argent par d'autres moyens aujourd'hui avec la technologie. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, lorsque vous allez dans d'autres pays de l'Occident, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent seulement à travers YouTube.
pourquoi ne pas les apprendre l'utilisation de la technologie où peuvent aussi se faire beaucoup d'argent? Et après, nous allons combattre la piraterie, par exemple. Il y a plusieurs façons de se faire l'argent. On ne doit pas seulement se concentrer sur des méthodes classiques qui sont contre-productives. Nous allons valoriser nos artistes, mais nous allons leur permettre de compétir, de faire ce que tout le monde fait ailleurs pour se faire beaucoup d'argent. La piraterie n'est pas seulement un problème propre à la République démocratique du Congo. C'est un phénomène qui a lieu dans plusieurs pays mondiaux, mais ces gens-là ont compris qu'il y a moyen de se faire de l'argent par d'autres moyens en étant artiste. Ok, alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais que vous puissiez regarder votre caméra et que vous puissiez vous adresser aux millions de Congolais qui vous suivent. Vous leur dites en quelques minutes ce que vous voulez faire de ce pays une fois élu. Et si vous pouvez le dire aussi dans une des langues nationales que vous maîtrisez le plus, ça sera une très bonne chose. Ok, merci. Je suis Seth Kikouni. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, candidat numéro 6. Je me suis levé pour redonner de l'espoir à notre pays. Je me suis levé pour gérer ce pays de la meilleure façon possible. Parce que notre pays se trouve dans une situation difficile. Et si nous ne faisons rien, tout risque de devenir pire. Ce pays doit être confié à un jeune. Il n'y a qu'un jeune qui peut faire entrer notre pays dans le 21e siècle. Moi, je fais confiance à l'électorat de cette année parce que nous allons punir, nous jeunes, qui constituons plus de 65% de l'électorat, nous allons punir ceux-là qui nous ont condamnés à la misère, ceux-là qui nous ont condamnés à toutes les difficultés économiques. Je suis là pour incarner la nouvelle génération de ceux-là qui vont amener ce pays vers le développement. Dans mon projet de société, l'entrepreneuriat et la création des richesses occupent une place très importante. Nous allons nous concentrer sur cela, nous allons travailler ensemble et croyez-moi, notre pays ira de l'avant. Kombo nanga Seth Kikouni, nazali candidat numéro 6 na élection présidentielle au ezali Koya. Na telemaki po mboka na ngai ezali na situation ya malamu te. Na telemaki pona bunda ponga moko nazali entrepreneur na parcours na ngai na kendaki na eloko te et puis nazalaki capable de recréer richesse. Nazali sûr que na ko reproduire exploit wana na niveau na sommet ya l'état. Po tozana besoin ya batu oyo bazali ba bon faiseur nde tolobaka na français kaka bato bayebi koloba te bato bayebi nde kosala. Po bato bayebi koloba bazali na bango na mboka na biso ebele bato bayebi kosala misala nde bazangi. Seth Kikouni azali moko na bango, nazali ko incarner ba espoir ya jeunesse ya sika na mboka na biso. Soki bosali nga confiance, nga nazali ko promettre ko diriger mboka na biso. Neti ba dirigeaka entreprise pour to créer ba richesse, pour biso nyonso to se retrouver, pour biso nyonso to kende liboso, pe to tika mboka oyo na état moko ya malamu. Merci beaucoup. Merci. Merci Seth Kikouni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci à Fezamika. Merci Guilain Kabalundi. Merci Julie Sefou. Merci Guilain. Merci également au public venu nombreux pour soutenir le candidat président de la République. Applaudissez pour vous. Ça n'est fini donc pour cette émission Convaincre. On se retrouve très prochainement avec un autre candidat président de la République. « 60 minutes pour convaincre sur le plateau des B1. Les candidats à la présidentielle seront face aux Congolais pour présenter leur programme. Pour chacun d'entre eux, Ce sera l'heure du choix. de projets, Des visions pour la RDC, de programmes télévisés sur l'instant campagne et parole aux candidats. tous les détails de la campagne électorale. La rédaction des B1 se mobilise pour vous faire vivre les moments forts de ce processus électoral. C'est le destin de la RDC qui se joue. B1 met un dispositif exceptionnel en plateau et partout sur le territoire. B1, Sur le pas des les élections. élections.